Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, les débats d'actualité, les débats sur l'actualité avec aujourd'hui Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, Régis de Castelnau, bonjour, avocat, bonjour. Votre blog c'est Vue du droit, vous venez tout juste de publier Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, bonjour. Geneviève Gotzinger, communicante et présidente de l'agence Image. Avec 2G, faut-il des reconfinements territoriaux? C'est ce qui est demandé en Moselle. On va revenir sur le débat Le Pen-Darmanin hier soir. Et puis cet enseignant, ce prof de philo, Didier Lemaire, qui a décidé de quitter l'éducation nationale. On va en reparler. On va évoquer tous ces sujets avec vous. Commençons peut-être avec Benjamin Lucas. C'est un coup de cœur ou en tout cas un coup de projecteur sur le revenu universel. Oui, j'allais encore faire un coup de gueule, mais j'en fais à chaque fois que je viens chez vous. Donc je me suis dit qu'il était bon de faire aussi un peu de positif. Mais dites-moi ce qui vous a énervé quand même rapidement. Non, j'ai 1000 sujets, mais on en parlera. On va parler du débat Le Pen-Darmanin tout à l'heure, donc j'aurai l'occasion de dire ce qui m'a énervé cette semaine. Mais non, coup de cœur, pardon, vous voyez, j'ai du mal même. Coup de cœur parce que cette semaine, Libération, pas seulement, a mis à l'honneur la question du revenu universel d'existence. Et je crois qu'il y a une évolution qui est en train de se faire dans la société, dans l'opinion publique, sur cette belle et grande idée que nous avons portée avec Benoît Hamon dans l'élection présidentielle de 2017. Il n'y a pas que nous qui la portons, c'est une idée qui prospère et qui montre, je vais faire vite, qu'elle est à la fois une réponse aux urgences de la crise, la lutte contre la pauvreté, contre la grande précarité, mais qu'elle est aussi peut-être le moyen de repenser notre modèle, de faire des citoyens des acteurs des transition écologique, acteurs de la vie citoyenne, acteurs du monde associatif, du bénévolat, qu'elle peut être aussi un moyen de refaire sens dans un moment où, puisqu'on parle beaucoup de République, on en parlera tout à l'heure avec le débat Le Pen-Darmanin, peut-être qu'il peut être ce revenu universel un projet fédérateur pour redonner du sens à notre vie en commun dans la République. Il serait de combien le revenu universel ? Écoutez, justement, le débat, ce qui est intéressant et ce qui est important dans ce que nous disions là, c'est que nous disions dès 2017, le sujet, c'est pas est-ce qu'il y aura un revenu universel, mais de quelle nature il sera. Moi, je crois qu'il faut un grand débat là-dessus. Moi, je pense qu'il ne peut pas être inférieur, évidemment, au seuil de pauvreté. Je pense qu'il faut aujourd'hui permettre et garantir à chaque individu de pouvoir conquérir sa dignité, son autonomie et sa liberté. Très bien. Écoutez, on va voir. Effectivement, en tout cas, c'est une question qui se pose pour les jeunes et d'autres qui rentrent dans une précarité rarement vu jusqu'à maintenant. Benjamin Cauchy, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur pour une association féministe. Alors, c'est pas dans mon habitude de défendre des associations féministes parce que je trouve qu'elles le font par elles-mêmes et de façon très juste. Et là, pour le coup, c'est une association qui s'appelle Némésis, qui est une association de jeunes femmes qui sont à la fois entrepreneurs ou infirmières, étudiantes ou qui travaillent, qui sont dans le monde actif et qui ont décidé, il y a une dizaine de jours, un dimanche matin à 8h30, place du Trocadéro, de faire un happening, toutes déguisées en hijab, pour dénoncer l'asservissement que pouvaient occasionner certains communautaristes, et notamment le communautarisme islamiste, sur la gente féministe. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir des féministes qui, au-delà de se promener seins nus pour dénoncer parfois le machisme de notre société, là j'ai trouvé ça intéressant justement de prendre l'antithèse et d'être couverte des pieds à la tête pour témoigner du danger que pouvaient parfois encourir ces jeunes femmes dans les années à venir avec l'islamisme. Et donc moi ce qui m'a interpellé aussi par rapport à ça, et c'est pour ça que je voulais faire un coup de projecteur pour ces jeunes femmes ce matin, c'est que souvenez-vous de cette manifestation pour Traoré où il y avait eu 10 000 personnes dans les rues en plein premier confinement, où finalement même Castaner avait hésité à mettre un genou à terre dans la cour de la place Beauvau. Il n'y a eu aucune amende de portée. Ces 50 jeunes femmes dimanche dernier ont subi toute une amende de 135 € pour déclaration pour manifestation illégale. Donc les cagnottes litchi sont interdites pour payer des amendes. En revanche, Némésis est présent sur les réseaux sociaux et ont un compte PayPal. Donc j'invite tous les citoyens qui ont envie de soutenir la cause féministe à venir les soutenir et payer les amendes. Alors il faut quand même préciser que c'est un collectif féministe qui est plutôt marqué très à droite, on va dire. Droite souverainiste. Droite souverainiste, identitaire. Disons qu'ils défendent effectivement. Non, mais il faut bien sûr. Je vois bien ce qu'il a de féministe, ce collectif, mais bon.
Ils ont, à partir du moment où des femmes défendent des valeurs qui est celle de l'égalité entre l'homme et les femmes et qu'un voile peut être considéré comme un asservissement, oui, je pense que c'est un combat féministe, absolument. Le féminisme, la gauche n'a pas le monopole du féminisme comme aurait dit l'autre. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit, mais aller stigmatiser d'autres femmes, je suis pas sûr que ça fasse progresser la cause de qui que ce soit. On va pas refaire mais après, pour le coup, ils ne stigmatisaient pas d'autres femmes. Ils étaient en train surtout d'interpeller de façon bienveillante. Qui impose le voile, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, on va pas entamer ce débat maintenant. J'en profite pour vous signaler ce week-end une tribune signée dans le Parisien par 162 personnalités qui sont mobilisées contre l'inceste. Thomas Dutronc, Juliette Binoche, il y a des gens de tous horizons. Et cette tribune appelle à protéger les mineurs des crimes sexuels en fixant à 15 ans le seuil de non-consentement et à 18 ans en cas d'inceste. Un mot peut-être à l'avocat que vous êtes, Régis de Castelnau. Vous êtes plongé sur ce... Alors, j'invite tout le monde, parce que, parlons de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, comme disaient des proches. J'ai publié ce matin sur le site de Front Populaire un article à ce sujet, au sujet de cette question de l'inceste, qui est une question effectivement extrêmement importante. Simplement, la justice ne peut donner que ce qu'elle a, et si vous voulez, les rapports de la justice et de la délinquance sexuelle, c'est quelque chose d'assez complexe. Non, cette histoire de majorité, de présomption de non-consentement en deçà de 15 ans, en deçà de 13 ans, c'est une question très délicate. Spontanément, moi, en deçà de 15 ans, j'ai tendance à être pour cette mesure, et non pas en deçà de 13. Ce qu'il y a simplement, c'est que c'est quelque chose de difficile. Si vous avez un mineur de 15 ans et demi qui a une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans et demi, il sera poursuivi pour viol quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose d'assez délicat. Enfin, on prend toujours les cas extrêmes et particuliers pour essayer oui, mais la justice, c'est ce que doit faire la justice. La justice, elle traite des cas particuliers. Bon, moi, si vous voulez, j'aurais tendance à dire sur le plan moral, sur le plan social, en deçà, pour les adultes bien évidemment, pour ceux qui ont plus de 18 ans, en deçà de 15 ans, on ne touche pas. Puis c'est tout. Oui, le garde des Sceaux a clairement précisé qu'il y aurait une prise en compte de l'intervalle entre l'âge de l'adulte qui effectivement peut avoir 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, 17 ans, et le plus jeune. Oui. Donc c'est extrêmement différent. Enfin, la loi prendra en compte ce différentiel. Oui, je ne suis pas sûre que tout soit très clair. Hier, on avait l'association qui fédère un petit peu tout ça, et visiblement, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses pour essayer de contourner un petit peu une loi qui serait plus sévère. Cela étant, la question de la minorité est distincte de la question de l'inceste. C'est-à-dire que l'inceste, quel que soit l'âge, l'inceste, c'est prohibé, bien évidemment. Oui, sauf que ça n'est pas. À des mineurs. Mais il faut juste préciser que c'est pas un crime et que c'est une circonstance aggravante dans la loi. Oui, tout à fait. Donc là aussi, on est un petit peu dans des aberrations. Régis, votre coup de gueule? Moi, c'est la passion pour la censure qu'on rencontre, et l'initiative prise par ce parlementaire de faire un amendement spécifiquement anti-Zemmour, tout le monde a bien compris. Je trouve il faudrait peut-être arrêter de vouloir faire taire absolument tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Je ne pense pas comme Éric Zemmour, ça c'est tout à fait clair, mais je pense que ça suffit. Et surtout quand on voit d'où viennent ces appels à la censure, Monsieur El Grab, il est quand même l'auteur, semble-t-il, sans violation de la présomption d'innocence, d'une violence terrible à l'encontre de ses anciens camarades du PS, et ça fait 3 ans, et il n'a toujours pas été jugé. Il est quand même le plus mal placé pour venir donner des leçons. Je pense également à Madame Avia, qui nous a dit, grande spécialiste des lois liberticides, puisqu'elle en avait promu une qui a été déchiquetée par le Conseil constitutionnel, qui est venue dire que ça correspondait, cet amendement, à sa philosophie, en oubliant peut-être qu'elle a commis, semble-t-il, des infractions au moment de sa campagne municipale, où elle s'est fait écraser, en utilisant les moyens de l'Assemblée pour ça. Elle devrait, elle aussi, être poursuivie. Je m'interroge sur les raisons qui font que ces deux personnes
qui appartiennent à la majorité n'ont aucun souci judiciaire. On pourra y revenir. Les infos et on se retrouve tout de suite après. L'expression est totale. Quand j'entends dire le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est une absurdité. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Dans ma tête, si j'ai envie d'être antisémite, je peux être antisémite. Je n'ai pas le droit de l'exprimer, ce qui est tout à fait différent. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on peut pas les regarder. Deuxièmement, vous avez effectivement des procédures à l'encontre d'Éric Zemmour, puisque aujourd'hui, systématiquement, Natacha Polony est poursuivie parce qu'elle a émis des doutes sur la façon dont avaient pu se passer certaines choses au Rwanda, etc. Ça devient insupportable. Et il a été condamné, effectivement. Bon, le juge n'a pas dit « je vous interdis de parole définitivement », il a subi sa sanction, il est parfaitement libre d'exprimer. Et vous êtes en train de dire « non, j'exige des interdits professionnels ». C'est tout, c'est une démarche fascisante, c'est tout, il n'y a pas d'autre discussion. Je ne vous permets pas de me traiter de fasciste, monsieur. Non, je dis que c'est une démarche. Je dis que c'est une démarche, celle qui consiste à vouloir faire taire tout le monde est une démarche. Personnellement, je suis communiste et je défends la liberté. Vous savez ce que disait Rosa... Pas tous en même temps, pas tous en même temps. On baisse d'un ton, on se calme. Ma camarade Rosa Luxembourg disait la liberté d'expression, c'est d'abord celle de celui qui ne pense pas comme moi. Et vous êtes à gauche, c'est devenu, mais c'est une passion. Faire taire les autres, c'est une passion. On est de plus en plus dans une incapacité de s'écouter les uns les autres, qui est quand même quelque chose d'assez dramatique. Je peux répondre parce que j'ai quand même été mis en cause. J'ai une démarche fascisante. Oui, je maintiens. Alors allez-y. Moi, je n'appelle pas à la censure. Je dis simplement, et je mets en cause le fait qu'une chaîne de télévision, que des intérêts financiers financent et salarient un raciste, un sexiste, un homophobe. Je pense que vous tombez sous le coup de la loi avec ces accusations. Je pense qu'Éric Zemmour peut vous attaquer. M. Zemmour est un raciste, un sexiste, un homophobe. Et je pense que, puisqu'on parlera tout à l'heure de débat sur la République, je pense qu'aujourd'hui, il contribue à créer un climat de guerre civile dans ce pays et qu'il est normal que la démocratie et que la République se défendent contre ses ennemis et ses adversaires. On condamne dans cette République, et c'est une bonne chose, le négationnisme, on condamne le racisme, on condamne l'homophobie, on condamne le sexisme, et c'est une bonne chose. Allez, on va passer au coup de gueule de Geneviève. Oui, mais vous vouliez réagir. Je voulais juste dire qu'on avait quand même une incapacité aujourd'hui dans ce pays à se parler, à débattre, à écouter la différence des autres, qui est quelque chose de juste dramatique, exacerbé par les réseaux sociaux, exacerbé par les woke, par l'indignation permanente à tout. Du coup, on ne pose plus d'arguments, on est en permanence dans l'indignation, et il y a un rétrécissement du champ de la pensée qui me semble assez dramatique. Mais voilà, bon, ça c'était pour clôturer l'histoire d'Éric Zemmour, avec lequel je ne partage pas grand-chose, mais qui a parfaitement le droit d'être salarié d'une chaîne de télévision, et je ne vois pas au nom de quoi on lui interdirait d'exercer sa profession de journaliste. Voilà, bon, ça c'est pour finir là-dessus. Il est au Figaro également. Exactement. Oui, moi je voulais réagir à l'idée de prépa talent du président de la République, effectivement, qui vise à favoriser l'accès aux grandes écoles et à la haute fonction publique de générations et de gamins issus de milieux plus populaires et de classes sociales qui au départ ne bénéficient pas évidemment de la même possibilité d'accéder à ces écoles. Alors évidemment c'est formidable pour les personnes qui vont être concernées, la prépa talent c'est une très bonne chose, mais il me semble qu'on prend quand même le problème par le petit bout de la lorgnette, absolument. La question de la reproduction scolaire, elle commence pas en classe préparatoire. Malheureusement, elle commence dès le cours préparatoire et pas en classe préparatoire. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prendre le problème à la racine, réapprendre à lire, à écrire, à compter. Vous avez des gamins qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire, 20% d'entre eux. Donc quand même 1/5 de la population scolaire. Il faut bien parler dans le micro, Geneviève, approchez-vous. Pardon, 1/5 de la... J'essaie de vous regarder. 1/5 de la population scolaire qui ne sait pas lire à l'entrée en 6e. Donc la vraie question, c'est celle-là. Et il me semble que ça, on passe encore une fois un petit peu à côté du sujet. Voilà. Donc coup de cœur pour ces prépa talents, mais en même temps coup de gueule pour l'absence de prise en compte du problème dans sa globalité. Oui, un mot sur cette Benjamin Cauchy. Oui, pour une fois, je ne vais pas me faire l'avocat du gouvernement, mais je trouve que Blanquer, avec leur dispositif de doublement de classe dès la primaire et qui commence à s'étendre, il faut rendre à César ce qui est à César, a justement pour objectif de ramener les élèves sur les fondamentaux. Maintenant, on est
je crois qu'on n'est pas suffisamment allé loin dans cette démarche et que le dédoublement et puis les modifications des supports pédagogiques également, on prend l'exemple de l'Allemagne depuis des dizaines d'années où il y a un équilibre entre les savoirs fondamentaux le matin et puis on va dire le savoir-être et puis la vie sociale, la vie culturelle l'après-midi, le sport. Je crois que cet équilibre-là devrait être également recherché pour redonner du sens à ce qu'est l'école aujourd'hui. Mais malheureusement, beaucoup de parents ont vécu des échecs scolaires ou d'un public d'immigration aussi qui est arrivé et qui n'a pas forcément la bonne prise en conscience de ce qu'est l'école, à savoir se creuser de la République. Donc redonner du sens à l'école également. Je crois que ça sera un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle de 2022, ça sera l'éducation. Benjamin Lucas. Non, Monsieur Cauchy a quelque chose de très obsessionnel. On parle d'école, il arrive tout de suite sur l'immigration. Je crois. Oui, parce que c'est un creuset de l'assimilation, mais il y a absolument rien de péjoratif, Benjamin. Non, mais justement, puisqu'il faut apprendre à se parler, comme ça a été dit précédemment, et à échanger des arguments, je crois au contraire, et c'est là où je pense que vous faites une erreur. Je pense au contraire que pour beaucoup de personnes issues de l'immigration, l'école est justement une richesse que chacun peut apprécier parce qu'elle est cet outil d'émancipation, parce qu'elle est cet outil de culture, de savoir, de partage. Oui. Et donc, je crois au contraire que de ce point de vue-là, l'immigration est une richesse pour l'école, puisque vous l'identifiez parmi les problèmes de l'école. Or, moi, je crois qu'elle est aussi le moyen, d'ailleurs, d'apprendre à l'école beaucoup de ce qui fonde les valeurs de la République. Oui. Commencer par apprendre à lire, à écrire et à compter. Voilà, en français. Absolument. On va commencer notre premier sujet dans un instant. On va parler donc de ce débat hier entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, qui a trouvé que la présidente du Rassemblement national était trop molle et branlante sur les sujets de l'immigration. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors hier soir, la présidente du Rassemblement national était face au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui l'a trouvé, encore une fois, je répète ces mots qui étaient quand même assez étonnants, molle et branlante. Ce matin, un conseiller du président de la République lui dit qu'elle était toute en chocolat. Donc, est-ce que Gérald Darmanin est allé et va plus loin qu'elle dans le sujet de l'immigration? Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Vous l'avez regardé, Benjamin? Oui, alors je me suis amusé à regarder ce débat et dès les premières minutes, j'ai trouvé effectivement un ton relativement cordial entre les deux, ce duo, et je me suis tout de suite posé la question: quel est l'objectif de Marine Le Pen en venant dans cette émission? Est-ce que son objectif est de montrer qu'elle est l'incarnation, au dire des sondages, d'un parti politique qui semble le plus légitime au regard des Français, en tout cas dans les sondages, pour s'occuper de la question de l'immigration? Elle n'a pas besoin de faire une émission puisque tous les sondages, après sondage, le prouvent. Le Rassemblement national est aujourd'hui, en tout cas, l'incarnation de ceux qui pourraient faire le mieux sur le sujet de l'immigration. Donc son objectif n'était pas de convaincre hier. En revanche, pour moi, son objectif hier était de montrer qu'il y avait des failles au sein de la majorité gouvernementale et que Gérald Darmanin, par les écrits, et on a bien vu hier, pour ceux qui ont vu l'émission, comment elle portait ce livre de Gérald Darmanin, limite comme un bouclier parfois lorsque Darmanin lui envoyait des salves. C'était très intéressant au niveau de la gestuelle. Madame Le Pen hier a montré qu'elle avait beaucoup d'acquaintances idéologiques finalement sur l'islamisme avec Gérald Darmanin. Donc moi, la question que je me suis posée à la fin de ce débat, c'est Marine Le Pen n'est pas venue légitimer son rôle de leadership sur le sujet de l'immigration, mais est venue montrer qu'il y avait des failles dans la majorité gouvernementale et que Gérald Darmanin avait parfois beaucoup d'acquaintances avec une grande majorité de la population sur les sujets de l'immigration. Alors, au lieu peut-être du machiavélisme appliqué, voilà, tout simplement. Geneviève Kotzinger. Oui, alors vous vous interrogez sur l'objectif de Marine Le Pen. Moi, je vais m'interroger peut-être sur celui de Gérald Darmanin. Moi, je l'ai trouvé hier... Plus près du micro, Geneviève. Je l'ai trouvé hier très, très faire-valoir, en fait, de Marine Le Pen, Darmanin. Et pour moi, l'objectif de Darmanin, c'était de continuer à ancrer de manière un petit peu subliminale dans l'imaginaire des uns et des autres ce match à venir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le seul match possible, c'est ça. Voilà. Et on se prépare tous à ça en 2022, comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Cela dit, hier, la question, c'était aussi la difficulté pour la droite parlementaire, la droite, les Républicains, d'exister face à ça. Absolument. Aujourd'hui, il semble qu'hier, il n'y avait plus d'espace pour la droite. En réalité, elle était totalement couverte, de son aile extrême à son aile...
assez droitière aussi, en fait, avec Gérald Darmanin, mais il n'y a plus d'espace pour la droite. Donc on se dit, quand on écoute et quand on regarde ce débat-là, que la seule alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron, elle est peut-être à gauche, dans la reconstitution d'un front de gauche. Oui, alors peut-être qu'on va faire réagir Benjamin Lucas là-dessus. Oui, mais je crois qu'effectivement, le débat d'hier, d'ailleurs, première observation, je vous remercie de l'avoir dit, c'est que la seule alternative réelle, véritable, tant à M. Macron qu'à Mme Le Pen, ce sera la gauche et les écologistes. Et ça nous donne à nous une grande responsabilité, c'est celle d'arrêter d'être des enfants irresponsables, mais de nous rassembler et de travailler à un projet crédible pour gouverner demain. Mais une autre observation, plus sur le long terme et sur ce que veut dire ce débat en termes de séquence historique que nous vivons. Moi, comme des millions de Français, au second tour de l'élection présidentielle en 2017, je suis allé dans mon bureau de vote glisser un bulletin de vote Emmanuel Macron dans l'urne pour une seule et unique raison. C'était empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. Parce que nous savons ce que seraient les conséquences d'une politique d'extrême droite. Je savais que je serais déçu, pas déçu d'ailleurs, je n'étais même pas déçu, je savais que ce serait terrible le quinquennat d'Emmanuel Macron, je savais que ce serait dur, mais je savais aussi qu'il fallait tout faire pour éviter le péril de l'extrême droite. Ouais. Et honnêtement, hier, M. Darmanin et M. Macron, depuis 5 ans, il n'est pas digne de ce réflexe républicain qui a été celui de millions de Français qui n'ont voté pour lui que pour ça. Macron, c'est 24% au premier tour, 65 au second. Pourquoi 65 au second ? Parce que les gens ne veulent pas de Le Pen. Et c'est Le Pen qui aide Macron à être élu. Et quand on a M. Darmanin qui va faire la courte échelle à Mme Le Pen, qui va être dans la surenchère permanente avec elle, moi j'ai mal au barrage républicain, à la digue républicaine que nous avons essayé de reconstruire dans ce pays. Je crois que c'est dangereux. Et d'ailleurs, je crois aujourd'hui, et je termine d'un mot là-dessus, et c'est là où ce duo, il est dangereux, il est inquiétant sur la période que nous vivons, parce qu'on peut très bien vivre ce qu'on a vécu dans d'autres pays avec l'arrivée de forces autoritaires fascisantes au pouvoir, c'est que Macron est le seul que Le Pen peut battre. Ouais. C'est qu'Emmanuel Macron, par l'échec de son quinquennat, est le seul que Le Pen peut battre, et d'ailleurs, elle le sait bien. Et donc je crois aujourd'hui, c'est là où nous avons une grande responsabilité, effectivement, je le disais, nous, la gauche et les écologistes, de nous rassembler, de travailler à un projet crédible qui réponde aux attentes des classes populaires, qui réponde aux attentes aujourd'hui du pays, de la crise que nous vivons, de la crise de la République, de la crise climatique, de la crise sociale que nous vivons, parce qu'aujourd'hui, oui, Macron est vraiment le seul que Le Pen peut battre, puisque les Français ne la jugent pas crédible, ils l'ont balayé lors du second tour de la dernière présidentielle, mais aujourd'hui, tellement déçus par Emmanuel Macron, beaucoup de nos concitoyens hésitent à refaire, si ce duo devait se reproduire, je dis ce duo plutôt que ce duel, hésitent à faire le chemin d'un vote en sa faveur, et je crois que c'est extrêmement dangereux. Elle est peut-être aussi la seule que Macron peut battre. Vous dites, on peut aussi inverser la problématique. Oui, alors, Régis Castelnau. Oui, alors, je voudrais premièrement répondre à Geneviève. La gauche, il faut être sérieux. Je pense que toutes les études le démontrent. D'abord, il y a sa division, il y a son incapacité à se rassembler. C'est assez curieux ce calcul qui consiste, lorsqu'un sondage sort, à faire des additions des différents scores. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que la gauche est au fond du trou et je vois pas ce qu'elle peut espérer pour 2022. En revanche, il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'on n'est plus en 2017, Benjamin Lucas, on n'est plus en 2017. Les sondages récents et qui explique ce qui s'est produit hier. Alors, j'avoue, je n'ai pas regardé. Oui. J'ai bu des bouts ce matin, mais je ne voulais pas gâcher ma soirée. Donc, le problème, c'est que si on nous annonce 48-52, ce sont des sondages, etc., mais 48-52, ça commence à effectivement montrer que Macron peut être battu. Ouais. Et probablement, c'est pas faux, il est le seul à pouvoir être battu par Marine Le Pen, comme François Hollande, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté, et était le seul qui pouvait être battu par Marine Le Pen en 2017. Donc, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, Marine Le Pen ? Elle fait un petit calcul, me semble-t-il, extrêmement politicien, et je la comprends. Je veux dire, bon, si elle veut arriver au pouvoir, c'est-à-dire que, elle adoucit son discours. Elle sait très bien que pour qu'elle puisse gagner, elle doit bénéficier de reports du côté de la droite classique et elle doit bénéficier d'abstention de gauche. Parce que quand Benjamin dit au deuxième tour en 2017, moi je n'ai pas été voté pour Emmanuel Macron, mais pas plus pour Marine Le Pen d'ailleurs, mais clairement,
cette déception dont vous parlez, les atteintes aux libertés, tout ce sur à quoi on a assisté, la répression des Gilets jaunes, fait qu'une partie de la gauche va s'abstenir. Donc, Marine Le Pen, elle essaye de donner des gages, elle essaye de mettre en avant une image qui lui permettra de récupérer un peu de la droite traditionnelle et d'arrêter de faire peur pour bénéficier aussi d'une partie de l'abstention à gauche. Oui. Il suffit de 51% des voix pour gagner. Oui. Régis, moi, ce qui m'interpelle dans vos propos, Régis, c'est de me dire que finalement, Marine Le Pen serait déjà en train d'entamer une campagne de second tour avant de faire une campagne de premier tour. Et moi, c'est peut-être le danger, justement, que peuvent conduire ces sondages répétitifs qui la positionnent comme la challenger d'Emmanuel Macron, c'est d'être de suite dans une stratégie de second tour de rassemblement, en édulcorant peut-être un peu son discours, en étant sympa avec Darmanin hier, en ne répondant pas à ses attaques puériles, branlantes, molles et compagnie, une condescendance sarkozienne un petit peu, ne pas surréagir à cela, justement pour montrer qu'elle est compatible. Moi, là, attention à vérifier si finalement ça ne va pas fragiliser son socle, à être trop Darmanin compatible. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de son électorat qui va se dire mais finalement c'est blanc bonnet et bonnet blanc? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas trop à ça. Ouais, mais il faut faire. Je pense qu'il faut faire attention. Et enfin, ce bloc populaire, la partie du bloc populaire lui est fidèle, je pense. Oui. Et enfin, Régis, moi j'irais sur un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui les instituts de sondage s'amusent toujours à tester Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. On a un 48-52. Moi, j'attends d'avoir un test Retailleau-Macron en deuxième tour. Nicolas Dupont-Aignan, Retailleau. Ils l'ont fait, c'est un peu tôt pour l'instant. Macron deuxième tour. Oui, mais c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se complaît à avoir Marine Le Pen en face de lui. Donc des émissions comme hier, c'est effectivement de la brosse à reluire pour les deux. Oui. Allez, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier, ce prof de philo, Didier Lemaire, qui a décidé de quitter l'éducation nationale, et puis le maire de la ville, Ali Rabet, qui fait partie de votre parti également, Génération, Benjamin Lucas, qui s'est rendu devant un établissement pour distribuer des tracts aux jeunes gens venus suivre leur cours. Alors, écoutez déjà Didier Lemaire hier, c'était sur Sud Radio. Ce qui a changé, c'est que mon exposition médiatique fait que je pose aussi un problème en tant qu'enseignant à mes élèves. Je ne peux plus avoir l'espace de neutralité pour enseigner la philosophie et je pense pas plus dans ce lycée maintenant que dans un autre. De plus, je suis devenu une cible pour une grande partie de personnes et donc effectivement, il n'est pas très raisonnable que je reste aujourd'hui dans un établissement scolaire. Voilà, donc obligé de quitter son établissement scolaire et puis cet enseignant, le maire de Trappes, Ali Rabet, qui hier s'est rendu dans cette école. Écoutez. Cet après-midi, plusieurs élus de Trappes, dont le maire, se sont effectivement introduits dans le lycée où enseigne ce professeur pour distribuer des tracts qui dénoncent en fait les propos de ce professeur. Je vais vous lire un extrait de ce tract. Chacun a le droit de s'exprimer, mais je n'accepte pas, donc c'est le maire qui écrit, les propos violents tenus contre vous, les lycéens et les trappistes. Il faut savoir que l'éducation nationale a réagi de son côté, qu'elle condamne cette intrusion, que le fait qu'un tract politique soit distribué dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Voilà. Peut-être Benjamin Lucas, sur déjà l'acte qui a été fait par beaucoup de gens sont indignés de voir un maire rentrer, distribuer des tracts dans un établissement scolaire. Bon, les faits, rien que les faits, tous les faits. Ouais. C'est pas d'un tract, c'est d'une lettre du maire de la commune à des jeunes lycéens, à une communauté éducative qui est, non mais je termine, qui est depuis des jours, des semaines, stigmatisée et caricaturée et avec un certain nombre de mensonges. Je précise que dans cet établissement, ça a été révélé par des articles de presse, par un travail sérieux journalistique qui a été fait. Le taux de réussite, il est en hausse. C'est un des lycées les plus attractifs parmi les collèges du secteur et le rectorat assure qu'il y a une baisse des incivilités et des atteintes à la laïcité dans cet établissement. Donc le maire de la ville, et c'est sa responsabilité. Par ailleurs, je n'entends personne s'indigner quand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Wauquiez, il y a des éditos entiers d'élus dans les carnets de liaison. Moi, quand j'étais lycéen en Picardie, il y avait des éditos entiers des élus locaux dans les carnets de liaison, dans les agendas, etc. Ça choquait personne. Là, le maire, il écrit une lettre, il diffuse une lettre aux élèves qui
qui peuvent se sentir blessés, attaqués. Il y a des centaines aujourd'hui de lycéens, de jeunes de cette belle ville de Trappes qui sont jetés en place publique, qui sont jetés en pâture, qui sont caricaturés, qui sont stigmatisés, qui se sentent insultés. Je crois qu'il est du devoir d'un élu de la République de leur parler, de s'adresser à ces jeunes. Et élu, me signale-t-on de toutes parts, effectivement, et on l'avait rappelé, dont l'élection a été invalidée, donc il reste en place jusqu'à une prochaine élection. Parce qu'il y a un appel. Et donc non. L'appel est suspensif. En matière électorale, l'appel est suspensif. Absolument. L'élection a été annulée. Il a été déclaré inéligible pour 1 an, ce qui est une des sanctions prévues en cas d'annulation. Mais comme il fait appel, c'est le Conseil d'État qui tranche. Voilà, c'est ça. Il conserve son fauteuil en attendant l'avis du Conseil d'État. Mais on va y revenir. C'était une précision que plusieurs auditeurs m'ont apportée. On va revenir sur ce que vous précise d'ailleurs, élu, puisqu'on veut rappeler les faits, élu qui d'ailleurs a reçu, lui, des centaines de menaces, notamment de mort, et qui vit aujourd'hui sous protection policière. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur la décision de ce prof de philo, Didier Lemaire, enseignant à Trappes, qui a décidé de quitter l'éducation nationale. Le rectorat lui avait proposé, je vous le rappelle, de changer de ville. Il a refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est devenu une cible. Et puis le maire de la ville, Ali Rabet, qui donc s'est rendu devant un établissement, dans l'établissement, pour distribuer une lettre ou des tracts, mais ça ressemble quand même plus à un tract qu'à une lettre. Non, ça ressemble à une lettre. Moi, j'ai fait beaucoup de tracts et beaucoup de lettres dans ma vie, ça ressemble à une lettre. Je l'ai lu. Alors, moi aussi, je l'ai lu. Régis de Castelnau. Alors, j'ai pas d'avis sur Trappes. Ouais. Simplement, je constate que c'est très très passionnel, que c'est très difficile de savoir ce qui se passe en réalité. Est-ce que Trappes est devenu un califat? Je ne sais pas du tout, je ne pense pas. Non, simplement, ça renvoie à une réalité qui est que notre pays, qui est un pays assimilationniste, qui a cette tradition-là depuis longtemps, etc., est aujourd'hui confronté à un problème qui est celui de l'intégration de populations, de l'intégration pour assimiler de populations qui effectivement viennent d'autres cultures et avec une autre religion. Alors la première observation que je fais, c'est concernant les zones concernées. Il y a une vraie difficulté. Moi, j'ai bien connu les mairies communistes du 93. Au bout d'un moment, si vous voulez, le clientélisme, et c'est pas très péjoratif dans ma bouche, c'est-à-dire qu'il faut bien venir s'occuper des populations, fait qu'il y a eu beaucoup de complaisance et qu'il y a un certain nombre de choses qui ont pu se produire avec des mutations et des changements. Il suffit d'aller s'y promener pour voir que ces mutations ont eu lieu. Simplement, je pense que, et d'ailleurs je reviens à ce que disait hier, j'ai vu l'extrait, Marine Le Pen en disant, et ça lui était reproché par Darmanin, en disant que, en substance, ce ne sont pas ces termes, que l'islam n'était pas un obstacle à l'intégration et à la foi musulmane. C'est mon opinion, et je pense que il va falloir qu'on arrive à regarder les choses en face, pas de déni d'un côté, mais pas de sentiments exacerbés avec une forme de peur. Je pense que il va falloir trouver un équilibre. Je voudrais mettre un petit quelque chose de positif. J'ai vu passer une étude très impressionnante sur ce qui se passe dans les pays arabes, autour de la Méditerranée. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui se déclarent sans religion désormais, dans des pays d'islam, où l'islam est la religion d'État, a augmenté dans des proportions tout à fait considérables. C'est-à-dire que je pense, d'autres l'ont dit que moi, qu'on est en train d'assister, alors ça va peut-être être long, ça pose des problèmes chez nous particuliers, mais à une sécularisation de l'islam qui fait que, je répète, je pense qu'il n'y a pas de contradiction insurmontable et que l'islam, la foi musulmane, n'empêche pas à la fois l'intégration et l'assimilation. Oui, dans la lettre du maire, il cite quand même le rappeur Kerry James qui avait publié, qui avait sorti un disque qui s'appelait PDM pour Pays de merde et qui stigmatisait les juifs et qui a une parole plutôt raciste. Or, ce sont les troisièmes
3 dernières phrases de la lettre, la référence c'est Kerry James. C'est peut-être pas forcément le meilleur exemple pour la jeunesse, si. D'abord, une lettre, ça peut être un tract. Hein. Oui. Enfin, un tract, ça peut prendre la forme d'une lettre, donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, Benjamin. Un tract peut s'écrire, se rédiger de multiples manières. Moi, je suis quand même très choquée de voir un élu qui est censé être respectueux du droit s'introduire dans un établissement scolaire pour distribuer des tracts. C'est quelque chose de totalement illégal. Voilà. Oui. Donc je trouve ça assez choquant. Ensuite, sur ce que vous disiez, Régis, à l'instant, sur le monde arabe, c'est vrai, il y a un mouvement de sécularisation, mais en même temps, il y a un mouvement de régression aussi. En Égypte, il y a 20 ans, plus aucune femme ne portait le voile. Aujourd'hui, vous allez au Caire, vous ne voyez plus que des femmes voilées. C'est vrai aussi en Afghanistan. Regardez ces images extraordinaires dans les années 70 où vous voyez les femmes en mini-jupe dans les rues de Kaboul. Aujourd'hui, elles sont toutes en niqab ou en djihad. Enfin bon, voilà. Burqa, excusez-moi, burqa. Mais le phénomène en Égypte est plus ancien. Hein. Le phénomène est plus ancien. J'étais de votre avis et puis je suis tombé sur cette étude et j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Personnellement, je suis complètement athée, hein, donc que d'autres le deviennent, je suis ravi. Mais je voudrais qu'on revienne sur le sujet, effectivement, et à la fois de cet enseignant qui est obligé de quitter l'éducation nationale, du maire, de la position du maire. Est-ce que c'est celle qu'il devait avoir ou pas? Alors, Benjamin, puis après, Benjamin Lucas. Donc là, c'est Benjamin Cauchy. Il y a deux sujets. Il y a le premier, finalement, qui est celui de ce professeur de philosophie, qui, alors, c'est quand même assez paradoxal. C'est un prof de philo qui a toujours tendance, normalement, à être j'ai envie de dire, à 3 mètres au-dessus du sol pour emporter ses élèves, à les faire réfléchir au-delà du quotidien. C'est lui qui nous a ramenés dans une réalité absolument criante et absolument terrifiante, parce qu'il a eu des mots extrêmement apaisés, choisis, doux, et finalement c'est son mode de communication qui a interpellé le professeur de philosophie quand il a exprimé. Quand il dit... mais sans outrance, c'est ça que je suis en train de dire. Quand il dit il y a plus de... Enfin, il a fait des affirmations pour lesquelles, absolument, effectivement... Mais sans outrance, sans caricature. Enfin voilà, il a dit les choses... Ils ont juste été démentis par la presse, par les faits et par tous les acteurs du terrain. Mais vous avez raison, c'est sans outrance. Et donc, c'est son vécu à lui, hein, une dénonciation de l'emprise communautariste dans sa classe, dans son établissement scolaire. Absolument. C'est la marque aussi d'un ressenti personnel. Ce qui est intéressant, cher Benjamin, c'est que du coup, ça permet d'avoir un débat sur ce sujet et de ne pas être dans cette culture de la pensée unique. Il y a des soucis sur certains territoires de la République. Un professeur de philosophie l'a exprimé. Il en est au point d'être obligé de se démettre de son engagement, d'être l'incarnation de la République, cher Benjamin Lucas, d'être l'incarnation de la République dans ces quartiers qui, comme vous le dites régulièrement, sont abandonnés parce qu'il y a de moins en moins de services publics et que l'État a abandonné ces populations qui ont besoin de vivre ensemble. Donc là, il y a quand même un premier sujet. Le deuxième, c'est concernant le maire de Trappes. Effectivement, ça me paraît plutôt borderline que d'aller faire du prosélytisme politique au sein d'un établissement scolaire. Que le maire aille promouvoir l'inscription sur les listes électorales aux abords d'un lycée, je trouve ça très bien. Qu'il aille défendre, pour moi, de l'anti-république au sein d'un établissement scolaire, ça me paraît quand même assez paradoxal. Je crois que Trappes, finalement, n'est qu'un exemple parmi d'autres sur notre territoire, et que là, pour le coup, gauche, droite, communiste ou pas, je crois qu'on a tous besoin de se retrouver tous autour et de faire rempart et de faire bloc et de faire unité derrière tous ces profs qui, quelle que soit leur origine, conviction religieuse, veulent défendre qu'une chose, c'est celui du drapeau français et des valeurs de notre République. Donc, l'idée n'est pas d'aller taper sur un prof ou d'aller taper sur des communautés qui viennent déstabiliser un territoire, mais plutôt de se demander comment on va faire pour résorber ça. Et là, pour le coup, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Darmanin, c'est tout le monde, y compris Génération S, Benjamin. Benjamin, il faut dire les choses en face. C'est pas le communautarisme qui va payer dans les élections. Benjamin, par ailleurs, dans ce cas-là, parlons-en, mais par ailleurs, je note que Ali Rabé est le seul candidat lors des élections municipales à Trappes, le maire de Trappes, qui n'est pas allé faire campagne à la sortie des lieux de culte, qui n'a pas accepté d'invitation d'organisation communautaire ou communautariste. Donc là aussi, je crois qu'il faut en revenir toujours aux faits, rien qu'aux faits et à tous les faits. Ce que disait ce professeur a été démenti par la préfecture, par le rectorat, par des articles de presse extrêmement fouillés. Donc on peut pas diffuser, proférer de fausses informations, d'abord y compris parce qu'il y a 32 000 habitants dans cette ville. Pourquoi Ali Rabé a-t-il retiré sa plainte ? Il y a 32 000 habitants dans cette ville. Vous l'inviterez et vous le lui demanderez. Peut-être aussi qu'Ali Rabé, il a le souci d'apaiser les choses. Et c'est notamment le sens de la lettre qu'il a écrite à ces jeunes. Parce que moi, je n'oublie pas que moi, je ne suis pas trappiste, vous non plus. Il y a 32 000 trappistes qui, depuis une semaine,
eux et leur mère, sont la cible d'un acharnement. Parce qu'il y a ce professeur qui dit ça, je ne sais pas pourquoi il le dit ça, sur quoi il s'appuie ou pas, etc. Mais je note... à partir du moment où la police lui a mis une protection policière, enfin, il y a au départ, il avait de façon préventive, et c'est une bonne chose. De façon préventive. Elle a aussi mis... le maire de Trappes est aussi sous protection policière, je le disais, parce qu'il a reçu des centaines de menaces de mort. Mais donc, je le disais, c'était le sens de mon propos, que vous avez des choses qui sont dites, un débat qui existe, et vous avez les vautours de l'extrême droite qui se précipitent là-dessus, et vous avez un déferlement de la fachosphère. Enfin, quand on lit les réseaux sociaux, on a l'impression que Trappes, c'est Raqqa. Eh ben non, Trappes, c'est une ville de la République dans laquelle il y a des élus qui essayent aujourd'hui de faire vivre, et notamment leur maire Ali Rabeh, de défendre les services publics, de défendre la culture, de défendre l'émancipation de chacune et de chacun, de défendre une vision de la République. Ali Rabeh, moi je le connais, je milite avec lui depuis 10 ans. Donc, moi, je suis très ému d'en parler. C'est un authentique républicain. C'est un maire qui se dévoue pour sa commune, pour les habitants de sa commune. Comment vous expliquez que ce soit la ville qui ait vu le plus de jeunes, d'hommes partir faire le djihad? Eh bien justement, cette ville, elle concentre beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et Ali Rabeh, notamment, mène une action en lien avec les services de l'État pour y faire face. Et c'est d'ailleurs reconnu par les services de l'État eux-mêmes que c'est un maire et que les relations entre la collectivité qu'il dirige, notamment depuis qu'il est maire, et les services de l'État, les services de police, sont exemplaires. Ali Rabeh, il veut de la police républicaine dans sa commune. Il veut des services publics. Il veut contribuer et travailler à ce que la République existe partout. Et donc, c'est pour ça que le procès qui est fait là est non seulement injuste, mais en plus, il est dangereux parce qu'il remet en cause le travail d'élus qui œuvrent au quotidien pour la République. Et on le cite lui parce que c'est aujourd'hui son cas, mais ça pourrait être le cas aussi dans beaucoup de communes de France qui font face à des difficultés, mais où des maires courageux, en première ligne, loin du confort des plateaux de télévision, font le travail pour remettre de la République partout et pour que la République tienne debout. Donc ce prof délire et dit n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis, ce sont des enquêtes journalistiques, c'est le rectorat, c'est la préfecture. Où ça? Lesquelles? Est-ce que quelqu'un a écrit que ce Mediapart, prof... Oui, Le Monde, Mediapart, j'ai des citations. Oui, non mais d'accord, donc vous pouvez considérer que Zemmour c'est bien et que Mediapart c'est pas bien. Non, je ne considère pas que Zemmour c'est bien et Mediapart c'est pas bien, mais enfin attendez, je prends un exemple, monsieur. Alors BFM TV... Ce sont des organes militants auxquels je ne fais aucune confiance, pas plus alors attendez, pas tous en même temps. Attendez, une caméra de BFM, c'est pas un organe militant. Quand on dit il n'y a plus de coiffeurs mixtes et qu'Ali Rabeh, avec une chaîne de télé, rentre pour démontrer dans un salon de coiffure pour démontrer que ce n'est pas le cas. Là, ce sont des images. Pardon. Il y a cinq salons. Laissez-le terminer. Attendez, un dernier exemple parce qu'il faut en revenir au fait. Quand ce professeur dit on ne chante plus dans les écoles maternelles, ce n'est pas vrai. Là aussi, ça a été démontré puisque vous avez des journalistes qui ont pu appeler des enseignants. Vous avez tout le monde. Il suffit de passer un coup de fil à n'importe quelle école à Trappes, faites-le. Mais que la presse fasse son travail là-dessus. Et vous verrez, vous saurez que oui, on continue à chanter, qu'il y a toujours des chorales. Et qu'on chante toujours dans les écoles de Trappes, qu'il y a toujours des coiffeurs mixtes, que la réalité n'est pas celle qu'il décrit. Qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait aujourd'hui des tensions dans notre société, bien sûr, personne ne le nie. Mais en l'occurrence, si on prend les faits un par un, on peut, sur chaque fait, et encore une fois, c'est pas mon parti qui le dit, c'est le rectorat, c'est la préfecture, c'est quand même pas rien le rectorat ou la préfecture. L'un des fameux salons de coiffure mixte est exclusivement masculin, ça s'appelle Barber Swad, et le maire a reconnu ce matin chez Jean-Marc Morandini qui est allé s'installer à Trappes qu'il y avait bien 5 au moins, il a dit au moins 5 coiffeurs non mixtes sur 12. C'est le maire qui l'a dit. 5 mais 5 sur 12, c'est pas effectivement, c'est pas ça. C'est pas ce qu'a dit l'enseignant. Je voudrais dire un mot. Bon, effectivement, d'un côté on nous dit c'est le paradis, Trappes, de l'autre côté on nous dit c'est l'enfer. J'irai pas en vacances. Un peu, Benjamin. Je caricature un peu. Bon, toujours est-il que on est quand même confronté dans ce pays. Il y a eu Samuel Paty. Je rappelle quand même, on est quand même confronté à des quartiers qui sont perdus. Les territoires perdus de la République, c'est pas la fachosphère qui vous dit ça, ce sont des études approfondies. Alors, ne citez pas Mediapart, s'il vous plaît, qui est un organe qui est de propagande pour Le Monde. Mais Le Monde aussi, voyons. Avec vous, alors tout non, Le Monde. Je vous dis, je sais pas, moi, je me prononce pas sur Trappes, j'ai pas été voir, mais j'ai été voir ailleurs et on a des problèmes tout à fait considérables. Et le critère du départ en Syrie, c'est pas rien. Aller à Lunel,
Vous allez voir. Là, j'ai été voir. Hein. Non, faut pas. Faut pas. On est choses sérieuses. Non, mais faut pas tout d'un coup nous dire à partir du moment où quelqu'un. Faut pas tout d'un coup nous dire à partir du moment où quelqu'un vient se prononcer en disant qu'il y a des problèmes à trappe et en donnant une image qui est celle de son ressenti, mais pas du tout. C'est pas ce qui se passe. Je rappelle donc qu'il y a eu Samuel Paty. Je rappelle aussi une petite anecdote concernant la petite Mila, qui est agressée par des brutes, qui la injurient, qui la menacent de mort, etc., et qui s'emporte et qui critique l'islam. Elle a dû être exfiltrée, elle a dû être protégée par la police, elle a perdu sa vie d'adolescente, et tout le lycée a approuvé. C'est-à-dire qu'on a dû l'exfiltrer parce que les gens dans ce lycée lui étaient complètement opposés. Alors moi je veux bien, mais il faut peut-être pas exagérer de nous présenter de cette façon irénique une situation qui est une situation très sérieuse. Et la raison, et moi je vous entends quand je vous dis que y a des gens qui se battent, que c'est pas aussi noir qu'on le prétend, etc., il n'empêche quand même qu'il y a des problèmes. Il faut pas avoir un débat qui soit à ce point clivé. Oui, mais vous savez qu'on combat mieux les problèmes quand on les nomme correctement et qu'il faut, et c'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut bien nommer les problèmes. Ali Rabet, moi je l'ai écouté dans chacune de ses interventions, il nomme les problèmes de sa ville, il ne les nie pas, il les connaît d'ailleurs. Lui, il est sur le terrain depuis des années dans cette ville, mais justement, il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas, pour ce qui en plus évite de régler les problèmes là où ils sont et quand ils existent. Allez, on se retrouve dans un petit instant, on aura des appels de nos auditeurs à toutes. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va changer de sujet et on va évoquer le Covid et la situation en Moselle avec la demande de reconfinement territoriaux. La situation épidémique est fragile, incertaine mais sous contrôle, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé Olivier Véran hier lors d'une conférence de presse. Moi j'avoue que la douche chaude et la douche froide est un petit peu difficile à supporter. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours on était dans le cocorico, on ne reconfinera pas, et puis hier soir les variants, le vaccin AstraZeneca qui visiblement a des effets secondaires qui n'avaient pas été observés jusqu'à maintenant, et l'hôpital de Brest qui a décidé de suspendre la vaccination, et la Moselle qui suscite une inquiétude particulière. Est-ce que du confinement territorialisé serait une bonne chose? Le maire de Metz s'est prononcé en tout cas en faveur de ce reconfinement local. Je ne sais pas qui veut commencer, Geneviève. Ça serait logique, en tout cas pas de reconfinement national si effectivement on a dans certaines zones bien spécifiques un accroissement du virus, de la contamination qui n'existe plus aujourd'hui quand même, parce que c'est vrai que douche chaude, douche froide, mais les chiffres nationaux globaux ne sont pas si mauvais, Valérie, à ce stade. Donc Emmanuel Macron est en passe de gagner son pari du non-reconfinement national. Après un reconfinement territorialisé, pourquoi pas, les maires le demandent. En Moselle, c'est demandé. C'est ce qu'on aurait peut-être dû faire depuis le début, lors du premier confinement au mois de mars. On s'est posé la question, ça a été un peu le débat interdit à l'époque. On a reconfiné d'une manière générale, globale, on a confiné tout le territoire national, alors qu'il y avait par exemple 0 cas en Lozère. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, on a contraint des zones entières de notre pays dans lesquelles le virus ne circulait pas à un confinement qui a été particulièrement mortifère pour l'ensemble d'entre nous? Oui. Benjamin, moi j'ai le sentiment que finalement on vit dans un confinement qui ne porte pas son nom. On a la ministre du Travail qui quasiment impose le télétravail. Hier j'écoutais par indiscrétion les résultats du groupe Crédit Agricole pour l'année 2020. Ils étaient fiers de dire que 85% de leurs collaborateurs étaient en télétravail. Donc on ferme les magasins de plus de 20 000 mètres carrés. Finalement, les activités culturelles, sportives sont également éteintes. Donc finalement, nous vivons dans un confinement qui ne porte pas son nom. Donc, il y a un couvre-feu à 18h. Et il y a un couvre-feu à 18h. Donc finalement, vous sortez de chez vous quand vous avez fini de pointer avec votre ordinateur de travail, vous allez faire vos courses, vous allez récupérer vos enfants. Le confinement va être de facto existant parce que les enfants ne vont même plus aller à l'école. Donc papa, maman en télétravail ou au chômage, à la maison, les enfants à la maison et pas à l'école. Et finalement, on ne peut pas faire grand-chose de ces journées. Donc le
confinement existe, qu'on le veuille ou non. Après, c'est ce chaud et ce froid. Effectivement, Valérie, je suis d'accord avec vous. On a du mal à se projeter, on n'arrive plus à se projeter, on ne peut pas savoir si on va pouvoir aller voir nos grands-parents la semaine prochaine. Donc la difficulté est principalement pour moi, pour les acteurs économiques, de pouvoir se dire quand est-ce qu'on va pouvoir redémarrer. Donc qu'il y ait des confinements locaux parce qu'il y a du traçage fin, parce qu'il y a des tests dans les eaux usées qui peuvent légitimer par endroits de contrer un potentiel cluster et un développement du virus, ça peut avoir du sens. Mais effectivement, le gouvernement grandirait à ne pas généraliser des mesures. Ça, c'est certain. Il faut donner également des dates. Il faut que, même si c'est septembre, par exemple, il faut par exemple que pour les restaurateurs, Véran dise... mais ils en savent rien pour l'instant, c'est un peu ça le problème. Et même s'ils reportent, ça permet quand même aux acteurs économiques, sociaux, culturels de se projeter, de se préparer. Et aujourd'hui, l'impréparation et le non-investissement bloquent complètement tout le chaînage, tout le chaînage économique. Oui, mais ça vient de la méconnaissance. On ne sait pas comment va évoluer. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec un virus. Il va falloir qu'on apprenne à vacciner. Là, il y a 300 mutations en Moselle, évocatrices donc des variants sud-africains et brésiliens. Il y avait déjà 200 cas supplémentaires identifiés les jours précédents. Benjamin Lucas, est-ce qu'il faut effectivement, encore une fois, on le dit depuis le début, faire confiance aux régions, aux maires, aux préfets ? Oui, moi je partage ce qu'a dit Benjamin Cauchy. Je sais que c'est pas évident, on peut pas prévoir parce qu'on ne sait pas les variants, etc. Par contre, qu'on ait de la transparence sur les scénarios envisagés, que nous puissions, pas que pour les acteurs économiques d'ailleurs, mais qu'on puisse se projeter en disant est-ce que si l'évolution est celle-ci ou celle-là, je pourrais ou pas faire ceci ou cela, parce que sinon on rajoute de l'angoisse sociale, psychologique terrible. Ce qu'on vit a les effets d'une guerre, ça a été dit par beaucoup. On rajoute ça à l'angoisse sanitaire qui est déjà énorme. Et donc je pense que ce serait bien, mais y compris d'ailleurs pour faciliter l'acceptation des mesures, que le gouvernement fasse de la transparence là-dessus en disant voilà les options, plutôt qu'on les apprenne par la presse, par des indiscrétions, etc. En disant voilà les 3 options sur lesquelles on travaille. On assume qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et oui, ce virus, on n'y était pas préparé. On n'a pas forcément appris non plus des erreurs de la première période. Voilà. Bon, ensuite, sur la question locale, oui, moi depuis le début, je crois que il faut faire confiance à l'expertise de terrain. Nous sommes un grand pays, vaste, avec des réalités multiples et différentes. Alors, on ne peut pas faire des choses totalement à la carte, mais on peut avoir, ça avait été pendant un moment, par département, selon les seuils d'alerte, etc. Oui, et que là, si, par ailleurs, c'est le dernier mot là-dessus, si des reconfinements locaux peuvent éviter la nécessité d'un reconfinement général ou des mesures plus dures, et que ça peut accélérer dans certains endroits la réouverture des lieux culturels, par exemple, dans ce cas-là, il faut le faire. Parce que là, je crois, effectivement, ça a été dit, dans le premier confinement, il y avait peut-être une uniformité qui n'était pas justifiée. Après, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Voilà, et puis il y a aussi des flux, etc. Mais je crois qu'on doit maintenant apprendre aussi à rentrer plus dans la finesse de la décision. Et en même temps, c'est là où je reconnais qu'il y a une limite dans mon raisonnement, il faut qu'elle soit lisible. Et le problème, quand on est sur de la dentelle, quand on est sur quelque chose qui change d'un territoire à l'autre, c'est la lisibilité globale. Parce que là, on est dans une situation où on a tellement changé entre les confinements, les couvre-feux. Moi, il m'arrive de ne plus savoir exactement ce que je peux faire ou pas faire. Et ça, c'est un peu compliqué pour organiser sa vie, tout simplement. Régis ? Ce qui est dramatique finalement dans tout ça, c'est ce que vient de dire Benjamin, c'est la question des perspectives. Les deux Benjamin l'ont dit, la question des perspectives. Bien sûr, les reconfinements locaux, quand on voit la Bretagne qui est plus ou moins préservée, et qu'on voit le Grand Est qui reprend une deuxième fois, malheureusement, en pleine face le virus, il faut tout essayer, toutes ces mesures, mais il faut restituer, redonner d'abord une acceptabilité économique et puis une acceptabilité morale aussi, parce que c'est quand même, c'est en train de créer des dégâts vraiment, vraiment importants, que cette absence de perspective, et en particulier, moi, ce qui me surprend, enfin, ça ne me surprend pas d'ailleurs, ce que je constate, c'est dans la jeunesse. Mais sur le caractère d'imprévisibilité, oui, on ne sait pas ce que c'est. J'ai vu qu'en Israël, ils ont fait un énorme effort pour la vaccination et ils sont confrontés à un problème tout à fait et tout simplement darwinien, c'est-à-dire que le virus est effectivement en partie bloqué par la vaccination, mais ça dégage des espaces écologiques, des niches écologiques pour les mutants.
qui vont se développer, c'est-à-dire ce qui s'était passé avec les antibiotiques. Hein, on avait fini par éradiquer toute une partie des germes, et puis ce sont les germes résistants aux antibiotiques qui ont fini par prendre la place. Et donc là, on est confronté à peut-être quelque chose qui sera encore plus compliqué à gérer. Alors je ne veux pas être pessimiste, hein, mais je pense aussi qu'il faut tenir compte de cette réalité, c'est que c'est qu'on le veuille ou non, une navigation à vue. Il ne faudrait pas que ça devienne une navigation à la godille, comme c'est le cas depuis un an. Oui, un auditeur nous dit effectivement, Miguel nous dit confiner dans un département, ça n'empêchera pas les gens d'aller dans le département d'à côté pour faire des courses et autres, regarder les départements frontaliers. C'est vrai qu'après, il y a toute la problématique de savoir comment est-ce qu'on confine un département. Et ça, c'est encore une autre question. On peut faire confiance aux gens. On a montré, nous avons collectivement montré lors des différentes étapes que nous étions responsables, adultes et un peuple mature. Je crois qu'il ne faut pas être dans la répression, la sanction ou l'idée que les règles vont toujours être un peu contournées. Je crois globalement, depuis le début dans cette affaire, en France comme dans d'autres pays d'ailleurs, nos concitoyens jouent quand même bien le jeu malgré les difficultés. Très bien. Eh bien, Marius me dit, vous êtes pro-vaccin et quand on démontre le contraire, on ne vous entend plus. On n'a pas démontré le contraire. On a démontré qu'il pouvait y avoir des effets secondaires. Pour l'instant, personne n'est mort. C'est le AstraZeneca qui vient d'arriver en France, mais sur le Pfizer, il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées. Mes propres parents l'ont été. Ils vont très bien et le vaccin empêche, je le rappellerai tous les jours, de développer des formes graves de la maladie. Voilà. Je ne me fatiguerai pas de le répéter. Et j'attends le mien avec impatience. Ben voilà, mais c'est... Moi, j'attends celui de mes parents avec impatience. Voilà, vous me direz comment ils ont fait. Après, il y a des régions, puis je crois qu'ils, sur le Doctolib, ils sont... tous les jours. Tous les jours. C'est ça. Ils y sont tous les jours. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de piston, c'est comme ça. Merci à vous. Et on se retrouve lundi pour d'autres débats. Très bon week-end sur Sud Radio.